Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier. Bienvenue dans la 121e émission de Et si on parlait de sport. Ici, le sport, c'est pas seulement une passion, c'est une histoire de défis, d'émotions, de partage. Chaque semaine, on vous emmène au cœur de l'action, aux côtés de celles et ceux qui font vibrer les terrains, les stades et les salles. Avec nous, ça bouge, ça respire, ça inspire et ça donne envie d'aller plus loin. Un grand merci à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport, des alliés de confiance qui, comme nous, croient au collectif. Merci aussi à notre Dream Team de l'association Et si on parlait de sport, animatrices, animateurs, chroniqueurs et consultants, toujours prêts à jouer le jeu et à faire vivre le sport autrement. Alors accrochez-vous, le coup d'envoi est donné et ensemble, Et si on parlait de sport ? Au sommaire, la chronique spéciale Coupe du Monde de rugby féminin avec le débriefing de la finale de la Coupe du Monde de rugby entre l'Angleterre et le Canada et le match de la 3e place entre la France et la Nouvelle-Zélande. En première mi-temps, c'est l'un des rendez-vous les plus attendus du golf mondial, la Ryder Cup 2025, qui vient de s'achever sur le mythique parcours de Bethpage Black, offrant 3 jours de suspense, de stratégie et de spectacle entre les équipes d'Europe et des États-Unis. Pour en décrypter les enjeux et revenir sur les temps forts, nous recevons aujourd'hui Olivier David, ancien joueur professionnel et aujourd'hui formateur. Il nous racontera son parcours, sa passion et sa vision du golf moderne. Dans cette deuxième mi-temps d'Et si on parlait de sport, nous mettrons en avant un événement qui associe passion, solidarité et santé. Le 18 octobre prochain à Toulouse, le tournoi de football Octobre Rose, organisé par Imani Foot et Event 5, rassemblera des équipes 100% féminines pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Avec nous, sa fondatrice, l'ancienne footballeuse internationale Nisrine Daoudi, présidente de l'association Sans Frontières, viendra nous présenter ce rendez-vous sportif et solidaire. C'est la 121e de Et si on parlait de sport. Place à la chronique spéciale Coupe du Monde de rugby féminin avec nos consultantes Danielle Irazu et Amélie Mahé et notre consultant Bernard Pujol. Et si on parlait de sport, la chronique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Et si on parlait de sport. Aujourd'hui, c'est le dernier grand débriefing de la Coupe du Monde de rugby féminine. 2 matchs à analyser, le match pour la 3e place entre la France et la Nouvelle-Zélande. Et bien sûr, la finale Angleterre-Canada. Pour en parler, 3 invités de choix. Danielle Irazu, qui est ancienne internationale et coprésidente du stade Andayet de rugby. Amélie Mahé, joueuse du Toulouse Université Club et championne de France fédérale 2 avec le TUC Rugby. Et bien sûr, Bernard Pujol, président du GDOS de Haute-Garonne, qu'on ne présente plus quand il s'agit de rugby. Bonjour à tous les 3 et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Bonjour Bonsoir. à tous. Alors on va bien sûr, vous le pensez bien, débriefer de ce match entre la 3e place avec la France et la Nouvelle-Zélande. Les Bleus terminent 4e avec une défaite face aux Black Ferns. On a eu le sentiment d'une équipe française trop maladroite. Pour exprimer mieux, on va demander par toi, si tu veux bien démarrer, Daniel, un petit commentaire sur ce match que l'on a vécu et cette impression que l'équipe de France était un peu trop maladroite. Oui, alors la France a malheureusement montré un peu ce qu'on a vu sur toute la Coupe du Monde, un peu trop de maladresse et de fautes à répétition, des maladresses dans les transmissions de balles, des fautes techniques qu'on ne devrait pas avoir à ce niveau-là. Et du coup, contre la Nouvelle-Zélande, je la pardonne pas. Ton impression est la même pour toi, Amélie ? C'est très dommage parce qu'on a un début de match plutôt prometteur. On les sent dans le match dedans. Elles n'ont pas du tout subi. On ouvre la marque et puis on revient à 7-7. Et puis il y a ce passage à vide incompréhensible dans lequel les Françaises se regardent jouer. Les Néo-Z déroulent et je trouve que ça s'est vu en fait sur les visages. Plus on avançait dans le temps et plus les Françaises étaient telles des fantômes sur le terrain. Et les Néo-Z se sont complètement libérées avec moins de fautes et de petites maladresses qu'on avait aussi pu voir elles sur les matchs précédents malgré des scores qui étaient sans appel, mais avec un niveau de jeu qui n'était pas le leur. Et puis ce réveil beaucoup trop tardif. Donc oui, on peut avoir des regrets parce qu'on n'a pas montré un visage d'équipe internationale, des erreurs de jugement qui ont fait très très mal.
Je pense qu'il y a des postes clés qui n'ont pas répondu présent et qui n'ont pas mis l'équipe dans la bonne sens du match. Bernard, on va enchaîner donc sur la même question et dans la foulée, je te poserai la question, est-ce que tu as ressenti de la frustration sur cette rencontre ? D'abord, ton petit point de vue sur le match en lui-même et je terminerai avec toi sur ce ressenti, comme une frustration par rapport à cette rencontre. Je ne dirais pas mieux ni plus que les propos contenus Amélie et Daniel sur le préambule. On pouvait craindre la réaction des Black Ferns. Les Blacks, c'est les Blacks. On peut toujours parler, ils sont toujours là. On n'a pas été déçus. Il faut saluer la prestation de nos Bleus. Elles ont attaqué, comme l'a dit Amélie, la rencontre avec confiance, force, toujours une défense bien là, et ont même ouvert le score. On aurait pu espérer. Depuis le début, on bafoue nos attaques, on est dans l'imprécision. On ne va pas démonter les Bleus, mais on est à notre rang. Nos protégés ont trop rendu le ballon. Et en dehors de la défense, ça a été compliqué pour se hisser au niveau des Black Ferns qu'on a nourri de ballons et qui, avec grand plaisir, nous ont régalé parce que quand ils mettent la machine en marche, c'est infernal. Est-ce qu'on a ressenti de la frustration dans cette rencontre ? De la frustration sur la rencontre même, quand on est là, présent une mi-temps, pour pas dire jusqu'à la 60e, on est toujours frustré. On a vu dans les regards, Amélie le disait, en rugby, quand on subit, quand on se fait faire mal dans le bon sens du terme, quand on est bousculé, effectivement, on sent de la frustration, c'est inévitable. Mais les Françaises, dans leur plus profond, depuis le début de la compétition, c'est pas dire mal, c'est pas dire du mal. On a réédité, on a répété nos problématiques. Et c'est insuffisant pour lutter contre une nation comme la Nouvelle-Zélande. Est-ce que cette 4e place est un échec ou une étape logique selon vous, mesdames ? Amélie, ton point de vue là-dessus ? Ça reste un échec. Elles venaient pour minimum une médaille. Elles avaient cette frustration de jamais avoir atteint de finale. Alors on espère toujours avoir une médaille de bronze, c'est toujours mieux que rien. Et ben cette année c'est rien. Donc non, c'est un échec. C'est pas du tout à la hauteur des ambitions de l'équipe de France quand elle s'est présentée en Angleterre il y a 6 semaines. Mais la hiérarchie est respectée. On est 4e nation mondiale, on termine 4e du mondial. Il y a pire place. On l'appelle médaille en chocolat. C'est pas pour rien. Elle rentre en France, sans aucun doute, avec beaucoup de frustration, mais une immense déception qu'elles vont avoir du mal à compenser et c'est totalement humain et compréhensible au-delà d'être sportif de haut niveau. Quand on attend des choses, forcément, le résultat n'est pas là. C'est un échec, on va pas se mentir, c'est un échec. Daniel, ton point de vue là-dessus ? Oui. Alors, moi déjà, je voudrais répondre à la question précédente sur la frustration. Oui, j'ai ressenti de la frustration quant à l'absence de présence dans le jeu des leaders, qu'on attendait à un autre niveau sur un match important. Si c'est des leaders, elles doivent être présentes sur ce genre de match. Pauline Bourdon-Sansus a été pas terrible du tout. Fall, Madoussou, on l'a pas trop vu non plus. Enfin bon, voilà. Et par contre, une grosse frustration, oui, quand on a changé la première ligne, de pas avoir vu Manon Bigot rentrer en même temps que les piliers. Je pense qu'elle a encore prouvé quand elle est rentrée qu'elle a porté tout son punch. Elle avance dès qu'elle a le ballon, elle va gratter, elle est puissante. Et je pense que de ne pas l'avoir plus joué pendant la Coupe du Monde, moi là, par contre, en tant que première ligne, c'est une frustration pour ma part. 4e place, est-ce que pour toi c'est un échec ou une étape logique ? Du coup, 4e place, échec, mais pas forcément surprise. Je pense que j'en avais déjà parlé. Effectivement, on est à notre place. Vu le tournoi, le W15 l'année dernière, le tournoi Destination cette année, je pense qu'effectivement, c'est un constat. On est à notre place. On va passer quand même à l'événement. Cette finale Angleterre-Canada, c'était attendu. On avait des positions un peu différentes parce qu'on pensait que le Canada peut-être ferait l'affaire sur cette finale et ça n'a pas été tout à fait le cas. Les Anglaises étaient bien là. On passe à la finale donc devant 81 000 spectateurs, record absolu pour un match féminin. Les Anglaises ont dominé le Canada. Vous qui connaissez donc le haut niveau, qu'est-ce qui fait la différence, Bernard ? Oui, la bière a coulé à flot, 81 000 spectateurs dans le temple du rugby. C'est un excellent chiffre, c'est extraordinaire pour la médiatisation et le succès du rugby féminin. On y reviendra plus loin. Le trophée mondial revient in fine au Red Rose. C'est une récompense somme toute logique.
qui depuis le début de la compétition et plusieurs années, elles dominent les débats. Et sur leur terre, dans l'antre de Twickenham, le temple du rugby, elles n'ont laissé aucune chance aux Canadiennes et elles ont rapporté en toute logique, il faut les féliciter, bien que les Canadiennes avaient bien entamé, encore une fois. On se retrouve avec des outsiders qui tiennent une mi-temps. On marque des essais, on va de l'avant, on lâche l'énergie. Mais on a toujours ce momentum de désespoir, de frustration, de désespérance qui fait que les Canadiennes échouent, nous on reste 4e. Et ça paraît un peu inexorable. Si on ne change pas, si on ne pense pas, et si on ne réfléchit pas, le classement paraît un petit peu immuable. C'est un peu désespérant. Voilà. On peut saluer les Canadiennes que, depuis le début, on a soutenu et nous ont offert un très très beau rugby. Et dans des structures et des considérations, il faut y revenir. C'est pas le Pérou quand on joue au rugby au Canada. Merci Bernard. Daniel, un petit mot sur cette différence qu'ont fait les Anglaises. Alors, les Anglaises, les années de Coupe du Monde, elles sont toujours présentes. Elles sont toujours à l'heure, à l'heure justement pour les grands événements. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Elles étaient préparées, leur pragmatisme, devant la puissance, les mêlées, les touches, les molles, ça on le savait. Et puis derrière ça joue avec une trois quarts, une arrière étincelante. Après elles ont été là au rendez-vous qu'elles s'étaient donné. Et voilà, elles étaient prêtes. Je suis pas surprise de leur suprématie là, mais chapeau. Amélie, ton point de vue à toi, qu'est-ce qui a fait la différence ? Les Anglaises ont répondu présentes au rendez-vous qu'elles s'étaient elles-mêmes fixées. Elles auraient pu tomber dans le piège de la pression, de jouer devant ce score historique d'affluence. On n'est qu'à 1000 personnes d'écart sur le record d'une finale côté hommes. Et elles sont arrivées avec les épaules solides et elles n'ont rien laissé sur leur passage. Les Canadiennes n'ont jamais pu espérer quoi que ce soit durant la finale, mais elles se sont battues jusqu'au bout. Une mention particulière à Sophie Degood, cette deuxième ligne qui bute et qui étonne de par cette double compétence, qui était dans les 3 nommés et qui était élue par World Rugby comme meilleure joueuse internationale de l'année. Donc c'est cette récompense du Canada à travers cette joueuse qui montre toute la capacité de cette équipe à rivaliser avec les plus grandes. La marche était trop haute, les Anglaises ont répondu présentes et que ça ouvre la voie aux autres fédérations pour montrer que la médiatisation du sport par la professionnalisation du sport féminin est peut-être la clé pour obtenir un titre de championne du monde. Sur le plan symbolique, qu'est-ce que représente cette victoire anglaise à domicile ? Parce qu'on a dit déjà beaucoup de choses. Selon vous, est-ce que ça va faire bouger les choses ? Daniel. Sur le plan symbolique, alors au-delà de l'Angleterre, oui, sur le plan symbolique, je pense qu'il y a vraiment là un tournant sur le rugby féminin qu'on est en train de connaître. 81 800 et quelques personnes à Twickenham, c'est extraordinaire. Moi, j'ai joué trop tôt. Ça doit être vraiment hyper grisant. Et puis des millions de téléspectateurs, un engouement autour dans l'organisation, un show avant la finale. C'est une médiatisation au féminin on n'avait jamais connue. Et donc forcément derrière il y a des répercussions sur les licenciés. Il faudra du coup que ça engendre aussi une sacrée réflexion au niveau de notre fédération, de nos institutions qui ont beaucoup bossé sur le féminin depuis 2016. Il y a eu une énorme avancée à la mise en place des contrats, même avant sur les contrats. Daniel, ne va pas trop vite Daniel, on en parle juste après. Je voudrais que justement Amélie, parce que là je te sens partie, Amélie puisse donner son point de vue sur cette partie que j'appellerais le plan symbolique. Est-ce que ça représente cette victoire anglaise à domicile, Amélie ? Je pense que pour n'importe quel sportif, quand tu gagnes une compétition devant chez toi, devant ton public, en termes d'émotion, ça doit être assez incroyable. Les Australiennes sont les prochaines à recevoir la Coupe du Monde, donc on peut que espérer que la fédération australienne mette les mêmes moyens que les Anglais ont fait pour cette Coupe du Monde dans 4 ans et qu'on sublime encore plus davantage le rugby féminin à la prochaine édition. En tout cas, les Anglais ont mis du beau travail à l'étrier et en espérant qu'il y ait une continuité pérenne sur cet investissement des fédérations dans le rugby féminin. Bernard. Oui, 81 800 et tout le succès médiatique tout le long de la compétition. Et déjà dans les matchs amicaux, il y avait beaucoup de monde. Donc maintenant, c'est acté. Le rugby féminin fait partie entièrement du paysage. Et pour ceux qui en doutaient,
ou les empêcheurs, c'est perdu. Le rugby féminin a pris place dans les cœurs, dans les médias, dans la pratique. Pour prendre le rugby français, le président Grill et son équipe a un objectif de 100 000 licenciés à horizon 2028, sachant qu'on est 400 000 ou à peu près licenciés au global en rugby. Donc c'est énorme. Et symboliquement, on a passé cette barre. Maintenant, je reviendrai sur effectivement le pragmatisme. Ça doit interpeller, ça interpelle sur World Rugby et la Fédé, parce qu'il y a aussi de la finance, il y a du marketing. Ça va intéresser les annonceurs. Et c'est l'occasion, effectivement, de donner les moyens et d'aller encore un petit peu plus loin, tout au moins concernant la France. On va terminer sur ce sujet-là, on va passer sur la perspective pour la France. Simplement, on rappellera quand même que c'est leur 3e Coupe du Monde. Elles ont perdu les finales 2017 et 2022, justement contre la Nouvelle-Zélande. Bien sûr, elles vont arriver avec seront favorites lors de la prochaine Coupe du Monde en Australie. Et il faudra bien suivre ce parcours de nos amies anglaises. Un dernier mot donc important, justement. Vous avez déjà un peu défloré le sujet. Que doit faire la France pour rejoindre ce fameux top 3 mondial? Quels sont les éléments? Est-ce que vous pouvez me donner quelques indications pour qu'on puisse peut-être aller chercher cette Coupe du Monde en Australie? Il y a 2 objectifs. Il y a effectivement l'aspect structurel et financier et des moyens donnés, et là, il n'y a aucun doute, ils seront donnés. L'objectif est trop important et la réalité est là. La deuxième chose, au-delà des finances, au-delà des structures, au-delà de la professionnalisation, au-delà de l'accompagnement des clubs, qui est nécessaire, ça ne suffit pas. Le rugby, c'est plus que ça. Le projet de jeu, ce qu'on a vu de nos Françaises, et je ne le démonte pas, mais il faut en faire le bilan. Derrière, on a des qualités individuelles, mais c'est famélique. On n'est pas précis, on est très lisible. Et là-dessus, je pense qu'au-delà des structures financières et structurelles d'organisation, il faut absolument repenser un jeu beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus pragmatique, ce qu'ont les nations qui sont devant nous. Daniel, ton point de vue? Pour rajouter à ce qu'a dit Bernard, évidemment, je cautionne tout à fait. Effectivement, il y a des enjeux financiers et marketing. On le voit déjà là avec l'arrivée du naming sur l'élite ER. Ça va pas tout changer non plus parce que il faut aider effectivement les clubs à se structurer. Et tant qu'on le fera pas, ça n'avancera pas. Et par contre aussi, oui, effectivement, sur le projet de jeu et sur l'ambition sportive. Sur le terrain, enfin l'ambition du jeu qu'on veut proposer, il faut revoir des choses. Un dernier mot, que doit faire la France pour rejoindre ce fameux top 3 mondial, Amélie? On peut s'attendre à ce que le staff soit peut-être modifié au vu des résultats de la Coupe du Monde et puis aussi de nouvelles têtes en équipe de France. Avec des joueuses qui ne sont plus sous contrat, à qui on a annoncé des contrats non renouvelés, y compris des joueuses qui ont fait la Coupe du Monde. Et puis le développement du sport et du rugby féminin va aussi passer par cette médiatisation. On a eu la chance de voir les matchs sur la chaîne numéro 1, mais il faut pas oublier que samedi, TF1 a pris l'antenne très tardivement au point de ne pas diffuser l'hymne national français. Donc on peut se poser la question sur le respect fait à ce sport et se demander très clairement est-ce qu'on aurait fait ça en fait à une équipe internationale masculine. Il faut revoir des choses fondamentales dans le fond pour permettre à l'équipe de France d'avoir la médiatisation qu'elle mérite et pas une médiatisation au rabais. Merci beaucoup Amélie pour cet échange. On espère que la France se retrouvera dans 4 ans peut-être plus haut avec cette médaille d'or qu'on attend tous. On va leur souhaiter, malgré tout ça, on a quand même vécu une très belle Coupe du Monde. C'était des bons moments avec des ambiances et des audiences assez extraordinaires. Merci beaucoup à vous 3 pour ces débriefings passionnés et passionnants. La Coupe du Monde a sacré l'Angleterre. La France termine 4e, mais le rugby féminin continue de grandir et de séduire. Ce fut un plaisir de partager l'antenne avec vous 3. Merci de nous avoir communiqué votre passion et votre foi pour ce sport. Et vous êtes les bienvenus à l'antenne quand vous voulez. Plaisir partagé, merci et salut à tous. Merci beaucoup pour cette belle Coupe du Monde passée ensemble. Merci et maintenant place à la première mi-temps de cette émission Et si on parlait de sport avec Olivier David. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Retour sur le plateau de Et si on parlait de sport. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sport qui mêle précision, mental et passion, le golf. Et plus particulièrement d'un événement qui a fait vibrer la planète entière ce week-end, la Ryder Cup. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Olivier David, ancien joueur professionnel, aujourd'hui formateur au golf d'Estolosa et créateur de l'académie d'une académie à Toulouse. Bonjour Olivier.
Et bonjour Laurent, merci de m'accueillir. J'espère que la présentation est bonne, je me suis pas trompé. Tout à fait, tout est bon. Alors justement, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, nous raconter un peu ton parcours? Qui est Olivier David? Un joueur de golf passionné, déjà qui a commencé le golf très jeune, je dirais une affaire familiale. Voilà, comme souvent dans le sport, voilà. Donc je devais avoir, c'est ça, 4-5 ans. Et puis après un parcours classique, je dirais d'apprentissage, de travail et puis de plaisir à partager d'abord en famille et puis ensuite la compétition, les tournois de ligue, les tournois nationaux, etc. Donc tout ça, ça m'a amené à intégrer rapidement l'équipe de France quand j'étais jeune, et le seul sport-études à l'époque qui était à Toulouse, là où je suis arrivé à l'âge de 14 ans. Et voilà, après c'est sûr qu'un parcours de sportif de haut niveau, voilà, pendant toutes ces années jusqu'à ce que je passe professionnel et de vivre de ma passion, quoi. Qu'est-ce qui a déclenché cette passion de jouer au golf alors qu'il y a plein d'autres sports finalement? C'est quoi le déclic, c'est quoi? Le déclic, je crois que c'est la complémentarité avec d'autres activités aussi, et puis la difficulté du golf, en fait, l'aspect complet de cette pratique où il y a vraiment tout un tas de paramètres qui soient très sportifs malgré ce qu'on pourrait penser, très techniques, très stratégiques, beaucoup de mental bien évidemment, comme dans la plupart des sports de haut niveau. C'est un peu le même sujet. On va en reparler justement, on a vu des choses ce week-end. Exactement. Et puis voilà, mais d'abord... ce qui m'a attiré quand j'étais enfant, c'était vraiment le côté complet de l'activité. Comme je disais, j'ai fait beaucoup de sport plus jeune. Et puis le golf, c'était celui où j'avais presque le plus de difficultés en soi, où je disais mais ça c'est fantastique parce qu'il y a tous les coups à faire, il y a plein de choses à créer, et c'est passionnant, quoi. Quand tu repenses en gros à ton parcours de joueur, qu'est-ce que tu retiens le plus sur cette carrière-là? Alors il y a tout le... ce que je retiens le plus, c'est forcément les victoires que j'ai eues et qu'on a eues, parce qu'il y a aussi des victoires en équipe, bien sûr, qui sont magnifiques, avec l'équipe de France et puis avec mon club à l'époque de Palmola, où on a été champion de France première division. Pour un club de province, c'était extrêmement rare à l'époque. Mais c'est essentiellement aussi d'un point de vue personnel, des victoires, comme j'ai eu championnat du monde quand j'avais 17 ans, les 2 médailles d'or aux Jeux méditerranéens. Ça, c'est un grand souvenir aussi qui fait partie du comité olympique. À l'époque, le golf n'était pas encore au jeu, et puis donc ils invitaient les sportifs pour les Jeux méditerranéens. Donc ça, c'était quand même des très beaux souvenirs. Et puis après, il y a d'autres victoires comme ci, comme ça, évidemment, et des belles, en Espagne, internationaux d'Espagne, des choses comme ça. Et puis après, c'est les participations avec l'équipe de France, parce que ça, c'est vraiment des grands souvenirs de représenter son pays, c'est incroyable quand même. Et aussi participation à des équipes européennes, parce que j'ai représenté l'équipe européenne pour le Bonalac Trophée, pour des trophées amateurs, où on jouait l'Europe contre l'Asie-Pacifique, etc. Il n'y avait pas à mon époque encore de Ryder Cup Junior. C'est venu plus tard. Et c'est d'ailleurs fantastique parce que ça permet aux jeunes de vivre tout ça de l'intérieur, et c'est exceptionnel. Alors pour les néophytes qui ne connaissent pas forcément le circuit du golf, on entend parler de tournois de golf, PGA, ceci, cela. C'est structuré comment? Tu disais qu'il y avait une division. Est-ce qu'on peut schématiquement expliquer comment ça marche quand on arrive dans un club de golf, qu'on est monsieur zéro, et comment ça marche pour les compétitions? Ça, je pense que ça peut nous intéresser de comprendre. Pour les amateurs? Oui, pour les amateurs. Alors pour les amateurs, le joueur débutant, il doit... apprendre, passer sa carte verte, ensuite évoluer avec des petites compétitions de club pour améliorer son classement, comme qu'on pourrait le faire au tennis ou dans d'autres activités comme ça. Et ensuite, il peut participer à des compétitions d'abord de club, ensuite régionales, et pourquoi pas interrégion ou nationale. Voilà, donc tout ça, c'est, je dirais, assez classique en soi, si ce n'est que par exemple chez les professionnels, par la suite, là c'est un peu plus... réglementé. Encore une fois, ça ressemble assez au tennis en soi, où il y a il y a plus de divisions, j'ai l'impression. Je connais pas très bien le tennis en détail, mais au golf, il y a un circuit Alps Tour. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent maintenant le Hotel Planol Tour, c'est l'ancien Challenge Tour, c'est la 2e division européenne. Et ensuite, il y a la première division européenne et le circuit mondial, où là, vraiment, il y a tout le gratin des 100 meilleurs joueurs du monde, qui participent à ce genre de tournoi. Et c'est difficile d'accès en soi, parce qu'il faut
même si on joue très bien au golf, il faut jouer très bien au bon moment, et ça demande vraiment une performance sur quelques événements, et puis après il faut être très régulier tout au long de l'année. C'est des activités professionnellement où tout peut être mis en cause d'une année sur l'autre. C'est très difficile de perdurer dans ce genre de métier. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à quitter la compétition pour l'enseignement ? C'est vraiment une décision d'abord qui a été familiale. Voilà, parce que ça rentrait dans les détails. Ma vie à l'époque a changé, et j'avais besoin de plus de temps pour m'occuper de mon fils. Et donc du coup, j'ai décidé de changer d'orientation. La chance que j'avais, c'est que j'avais déjà occasionnellement fait du coaching, et j'avais vraiment adoré ça. Et donc c'est pas quelque chose du tout qui m'a dérangé. Ce qui me manque vraiment professionnellement, c'est le côté entraînement, les gens qui me manquent, que je voyais auparavant, et puis l'adrénaline de la compétition. Ça, évidemment, ça s'oublie pas, et ça manque toujours. Mais par contre, ce que je récupère entre guillemets avec les élèves, ça a aussi beaucoup d'intérêt pour moi. Oui, parce qu'en fait, on voit certains joueurs aujourd'hui qui continuent jusqu'à un âge un peu avancé, on va dire. J'aurais jamais arrêté. Voilà, c'est ça. C'était pas une question indiscrète, c'était un petit peu. Non, du tout. Ça aurait pu être une blessure ou des choses comme ça. Juste pour comprendre un peu. Puis quelque part derrière, ça amène ma question suivante. Concrètement, comment tu transmets ces valeurs aux jeunes, les valeurs donc que tu aimes bien, que cette passion-là, parce que tu as des jeunes aujourd'hui que tu entraînes, que tu coaches. Et comment tu t'y prends ? Je fais à ma façon. C'est vrai que j'ai peut-être une pédagogie qui est un petit peu différente, mais après concrètement je m'adapte à la personne, c'est-à-dire que ce soit des jeunes qui veulent avancer dans un parcours un peu plus sportif et pourquoi pas professionnel par la suite, ou alors les jeunes qui viennent pour le côté ludique et juste la pratique je dirais sportive, mais plutôt amicale en tout cas pas professionnelle à l'avenir. C'est vraiment le plaisir de faire évoluer, d'aider à évoluer avec les gens. Vous voyez, ça c'est important pour moi, simplement de voir la personne évoluer, on en retire vraiment en tant que coach et alors enseignant et puis coach, forcément, parce que c'est quand même deux choses un peu distinctes quand même. Il y a le côté enseignement et le côté coaching où c'est vraiment très individualisé. Et ça, c'est vrai que je fais pas les choses différemment avec le débutant que différemment avec l'adulte ou l'enfant, ou vraiment le niveau de la personne ne m'influence pas réellement. C'est-à-dire que je vais prendre autant de plaisir. Les gens me disent souvent, mais tu dois te faire chier avec nous, on est débutants, on n'y arrive pas et tout. Je dis, mais non, pas du tout. Je prends autant de plaisir à m'occuper des gens qui sont débutants que de coacher un professionnel, par exemple. Alors, je vais être complètement néophyte. On va dire que le golf, c'est pas simplement frapper une balle. Donc, j'imagine, pour préparer ces jeunes-là, il y a des outils, il y a des choses que tu mets en place. Comment tu organises un petit peu cet enseignement ou ce coaching ? Parce que tu parlais de mental aussi tout à l'heure. Comment tu travailles ça ? Avec l'expérience que j'ai retirée, moi, de mes années, on va dire presque 30 ans passés à faire du golf à haut niveau, c'est vrai qu'on apprend déjà de ses propres erreurs, on apprend aussi des gens avec qui on a travaillé, et c'est vrai que aujourd'hui, qu'est-ce que je mets en place tout simplement, c'est vraiment je m'adapte à la personne qui est en face de moi. J'essaye juste je prétends pas avoir toutes les solutions, et même ça m'arrive très régulièrement de dire non, là il vaut mieux aller voir tel spécialiste ou tel spécialiste, ça m'est arrivé, mais d'un point de vue golfique, technique et structure, entraînement, tout ça, là je suis vraiment dans mon domaine. Après, j'ai des notions de tout ce on pourrait s'apparenter à la préparation mentale. Évidemment, j'ai des notions, mais je suis pas un spécialiste dans le domaine, donc ça m'est arrivé évidemment d'échanger avec des gens qui sont des spécialistes dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, ça fait aussi des échanges dans le travail, c'est vachement constructif, c'est très intéressant. Et donc, comment je fais ? Je m'adapte tout simplement aux gens, et puis j'essaie de leur apporter des solutions. Après, c'est vrai que à l'académie, quand j'ai tout de suite monté ça, je me suis toujours appuyé après sur tout le côté technique, sur des outils d'analyse qui sont vraiment très performants, qui m'aident au quotidien pour tout ce qui est factuel. Vraiment, c'est des comme Trackman ou d'autres outils comme ça qui sont des outils. J'étais un des premiers ou le premier dans la ligue à travailler avec ce genre d'outils, et c'est très important pour le golf, et amateur et professionnel bien sûr, mais c'est pas un tout, ça reste un outil. Le plus important, ça va être la relation avec la personne, et puis vraiment le côté humain qui va s'installer entre
l'élève et le coach, je dirais. Et cette académie dont tu parles, elle est née comment? C'est le petit truc qui est venu. Voilà, tu dis je me lance une académie. Enfin, ça se fait un petit peu. Alors c'est un grand mot, hein, l'académie. Disons que c'est un centre d'entraînement. Clairement, j'ai pas encore développé avec beaucoup de coachs, différentes personnes. Je fais intervenir 1 ou 2 personnes de temps en temps avec moi, mais c'est vrai que c'est moi qui m'occupe en priorité des élèves. Disons que ce que je voulais, c'était surtout au départ un accès à un peu de technologie, enfin je dirais la technologie nécessaire pour le joueur pour s'entraîner de la bonne façon. Et puis c'est surtout ce que moi je peux apporter au niveau coaching et péda pour le joueur et expérience de mes années à passer à jouer chez les pros, quoi. Comment on peut rejoindre, pour les personnes qui écoutent, s'ils le souhaitent, cette académie? Il y a un circuit particulier à suivre pour rejoindre l'académie, non? Du tout. Non, c'est de l'enseignement et du coaching, donc c'est un coup de téléphone directement sur mon numéro, et puis après c'est une prise de rendez-vous. Voilà, justement, les informations, on peut les donner, C'est directement sur mon site, hein, c'est Olivier David Golf Academy. Il y a accès à tout ce que je propose, à la fois les stages, les entraînements, le coaching individualisé, les groupes, etc. Donc c'est assez complet. Voilà, et puis après le plaisir aussi, c'est de jouer avec les élèves lors de différents stages ou déplacements que je peux organiser. Ça, les gens, ils aiment beaucoup. Parce que c'est vrai que il y a le côté coaching et puis il y a le côté un peu démonstration que je peux procurer en tant qu'ancien joueur de haut niveau, quoi. Alors la liaison, elle est toute faite. J'imagine que tu vas débriefer avec tes élèves un peu l'événement qu'on vient de vivre, la Ryder Cup. C'est un sujet pour un grand joueur extraordinaire. Est-ce que c'est ce sujet-là, ça peut intéresser tes élèves? Ah bah complètement, d'ailleurs, et je suis harcelé de questions dès ce matin. C'était bon, Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Ils auraient dû faire ça. Je dis, mec, moi je suis pas à leur place, c'est eux les meilleurs joueurs du monde, c'est eux les coachs, donc ils ont été incroyables. Ah oui, c'est sûr que c'est passionnant quand il y a un événement comme ça sur le golf, des gens qui aiment le golf et qui aiment la compète. Moi, pour y être allé à Paris en 2018, c'était spectaculaire. C'est une ambiance de stade qui dure 3 jours de compétition, plus les jours d'entraînement. C'est absolument magique à vivre, quoi. Alors ça s'est déroulé cette année aux États-Unis, à Bethpage Black Course à New York. Est-ce que tu peux un petit peu, justement, pour ceux qui sont peut-être moins dans le golf, mais nous parler un peu de l'histoire de cette Ryder Cup? D'où ça vient? Comment ça se passe? Quelles sont les équipes qui s'affrontent? La Ryder Cup, c'est un match biannuel entre les meilleurs joueurs américains et les meilleurs joueurs européens. Donc c'est vraiment le gros événement par équipe golfique. Donc ça a débuté en 1927. Donc les premières rencontres sur la grande première partie des matchs a été quand même dominée par les Américains. Mais on peut nettement voir que depuis les années 80, à peu près, j'arrondis, je ne sais pas exactement quand, mais depuis les années 80, les Européens dominent à l'inverse nettement les victoires. Et bon, c'est un match c'est 12 joueurs américains contre 12 joueurs européens. Voilà, les 2 premières journées sont des matchs en double. Donc il y a un match, une série de 4 matchs le vendredi matin, une autre série de 4 matchs l'après-midi. On refait la même chose le samedi. Les joueurs s'interchangent ou c'est toujours les mêmes joueurs, les mêmes paires qui jouent ensemble? Comment ça se passe? Alors ça c'est le capitaine qui choisit. Effectivement, il y a des paires leaders, on va dire, avec les superstars dans chaque équipe. Mais c'est arrivé qu'il y ait des changements si les uns sont moins en forme que d'autres. Voilà. Le format de jeu, en fait, c'est assez spécifique parce qu'on joue ce qu'on appelle en foursome le matin. Donc, en fait, les 2 joueurs en équipe jouent la même balle et un coup sur 2. Donc, c'est très spécifique. Ah oui, c'est-à-dire que le joueur 1 joue la balle et c'est le joueur 2 qui va faire la suite. Exact. Et en fait, il y a un des 2 joueurs qui choisit les départs impair, donc il jouera les trous 1, 3, 5, etc. Et l'autre joueur va jouer les départs pairs. D'accord. Donc c'est vraiment une formule très spécifique parce que alors souvent les joueurs ne jouent pas la même balle, la même modèle de balle, donc il faut que les joueurs s'accordent aussi parce que ça peut changer les sensations. Ah, ils ne peuvent pas changer de balle. Et non, il faut qu'ils choisissent la balle, le modèle de balle en l'occurrence, et qu'ils jouent le même modèle de balle. Donc parfois c'est un peu délicat, donc ils essayent
forcément de s'entraîner à l'avance avec ça. Et puis après, il faut qu'il y ait une alchimie entre les deux joueurs pour que ça se goupille bien. Et ce qu'on voit depuis des années, c'est que les Européens sont nettement au-dessus des Américains dans le côté jeu en équipe. Voilà. Et d'ailleurs, ils l'ont encore montré. On va en parler dans quelques instants, justement. Voilà. Alors, je voudrais juste rester un petit moment encore sur cette technique de compétition. Donc, tu me dis qu'il y a 4 départs, en fait. Et ils font combien de trous ? Ils font 18 trous ou Ils font ce qu'on appelle un match play. C'est-à-dire qu'ils partent pour 18 trous, oui. Mais c'est un match en trou par trou. C'est-à-dire que les deux joueurs donc jouent le trou numéro 1. Imaginons l'équipe américaine remporte le trou numéro 1. Ils sont ce qu'on appelle un up. Ils ont gagné le 1. Ils ont un trou d'avance. Vous voyez, donc imaginons qu'il y ait une équipe qui gagne 5 ou 6 trous d'affilée. Eh ben, elle est 6, par exemple, 6 up. Elle a 6 trous d'avance. Donc, arrivé au 14, le match est fini. D'accord. 13, le match est fini. Vous voyez, donc ils partent pour 18 trous, ils peuvent aller au 18e. Il n'y a pas de play-off, c'est-à-dire que sinon ça durerait trop longtemps. Éventuellement, ils partagent le match, donc c'est un demi-point en cas de match nul en arrivant au green du 18. Mais sinon, c'est victoire 1 point, match nul, demi-point. Et ce qui est spectaculaire, c'est que l'après-midi, les matchs, en fait, sont des matchs où chaque joueur joue sa balle et on prend le meilleur score. Alors ça, c'est une formule qui est très offensive. Donc on voit des choses assez spectaculaires parce que il y a forcément un de deux joueurs qui va un peu plus, je vais pas dire assurer le coup, mais jouer un peu plus classique. Et puis il y a un des deux joueurs qui va être très offensif. Et là, ça donne lieu à des choses assez spectaculaires parfois. Alors je vais te lancer justement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette compétition, parce que on s'est aperçu que il y a 3 journées et au bout de 2 journées les Européens étaient largement devant. Ah oui. Raconte un peu comment ça s'est passé, parce qu'il y a eu une espèce de retournement de situation avec une remontada américaine dans la 3e journée, si j'ai bien compris. Ah oui, c'était spectaculaire. Alors c'est des choses qui arrivent, surtout j'ai envie de dire avec ces joueurs-là qui sont quasiment les 24 meilleurs joueurs du monde, à quelques exceptions près. Donc c'est encore une fois, comme je le disais avant, c'est une grande alchimie du côté européen pour tout le jeu en équipe, en double, que ce soit en foursome ou en 2 balles meilleure balle. Et donc ils ont vraiment pris le dessus sur les Américains très nettement. C'était historique au bout de 2 jours d'avoir autant d'avance du côté européen sur un match en plus qui a lieu chez eux aux États-Unis. Et les Américains, ils étaient pas dans leur jeu, quoi. Ça se voyait qu'ils étaient pas bien. Ils arrivaient pas à être efficaces sur le green et autour du green. Pourtant, ils avaient une ambiance qui était pour eux un peu agressive, même l'ambiance au niveau était, du public. Je crois qu'on peut le dire, détestable, comme rarement elle a été, même dans des années passées, sur des matchs comme il y a pu avoir à Valhalla ou à Medina il y a quelques années en Ryder Cup, qui évidemment ont lieu celle-là aussi aux États-Unis. Le public américain est quand même très très particulier, et ça, les joueurs, ils le savaient avant même d'y aller, mais ils pensaient pas que ce serait aussi désagréable. Il y a vraiment eu des moments où certains spectateurs, malheureusement, parce qu'on peut pas dire que ce soit une généralité, absolument pas. Il y a toujours une minorité de personnes qui dépassent les bornes et ça gâche un peu la fête parfois. Ça a donné lieu à des altercations quand même assez désagréables pour les joueurs et puis pour leurs familles surtout. Mais de ce qu'on a pu voir à la télé, c'est vrai que c'était quand même très désagréable. Mais ils ont géré ça avec une force mentale et une concentration. Et puis on en arrive aux forces mentales dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le golf, on dit on tape pas que dans la balle, il y a aussi dans la tête, parce qu'on peut s'écrouler en fait. Et les Américains ont repris, on va dire, du poil de la bête pour la 3e journée, quoi. Ouais, clairement. Alors après, moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, j'ai pas eu le sentiment du tout que les Européens ont perdu en niveau de jeu. Après, ça reste des matchs 1 contre 1 le dimanche, et les simples, on sait très bien que quand c'est les meilleurs joueurs du monde, à ce niveau-là, ça peut se jouer au trou numéro 18. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de grosses victoires ni d'un côté ni de l'autre. Les matchs étaient hyper accrochés. Moi, je pensais aller me coucher tranquille, et puis en fait, j'ai pas pu m'endormir avant 1 heure, même si ça s'est fini à 11h30. Le stress était à son maximum. Mais voilà, ils ont, je dirais enfin pu jouer leur jeu, les Américains, pleinement, et ils ont rehaussé leur niveau de jeu au bon moment, et c'est vrai que ça a donné lieu à des superbes matchs, quoi. Voilà. Après, j'ai pas eu le sentiment que les Européens ont déjoué, quoi. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi ? Je pense que les Américains ont du mal à jouer en double, tout bêtement. Les Européens ont historiquement
plus de tournois où ils ont l'occasion de jouer en double, ils jouent plus souvent en équipe, ils jouent plus souvent à l'entraînement ensemble. Il y a plus de liens. Et je pense que les Européens ont plus de facilité que les Américains à jouer en double. Et en simple, ils se mettent dans leur bulle, quoi, tranquille, les Américains, et ils jouent leur jeu comme s'ils étaient seuls. Et ils font ce qu'ils font très bien, c'est-à-dire qu'ils jouent très très bien au golf. Hein, voilà. Mais les Européens, encore une fois, j'ai pas le sentiment qu'ils ont déjoué du tout. Hein. Simplement, tous les matchs ont été hyper accrochés. Ça s'est joué à 1 ou 2 putts. Et comme disait DeChambeau ou Scotty Scheffler, ils disaient les 2 premiers jours, nous on n'a pas de réussite, les putts tombent pas, ça rentre pas. C'est pas qu'ils jouaient mal, mais voilà, ça se goupillait pas. Et les Européens ont été hyper efficaces. Et le dimanche, ça a été un peu l'inverse, quoi. Et puis après, on sent la pression qui monte. On se dit c'est pas vrai, ils vont pas se faire rattraper. Et puis ça s'est bien terminé pour les Européens. On rappelle le score 15-13, c'est 15-13, ça ? ouais, 15-13, tout à fait. C'était très chaud. Ah oui. Et je vois qu'on pourrait te laisser parler des heures sur ce sujet-là. C'est passionnant, hein. Oui, bien sûr. Là, donc on encourage bien sûr tous nos auditeurs qui ont entendu parler de cette coupe, de cette Ryder Cup, de prendre date, que c'est dans 2 ans maintenant, c'est ça ? Voilà, dans 2 ans. Hein, c'est donc dans 2 ans, c'est en Irlande. En Irlande, en Europe. Irlande, voilà. Et une belle venue là. Et puis je crois qu'il a été annoncé il y a pas très longtemps qu'il y a une date en 2030 ou 31 à Gérone, sur un parcours qui est pas très loin de chez nous, là ici, qu'on connaît tous très bien, le PGA Catalunya, qui est vraiment à 2h30 de Toulouse là. Donc j'ai déjà un certain nombre d'élèves. Ah oui, là on va aller voir, c'est sûr déjà. Alors on va conclure parce qu'effectivement, très plaisir de continuer, mais un dernier message que tu aimerais adresser à ceux qui hésitent justement à se lancer dans le golf, qui regardent ça d'un certain œil parce qu'il y a toujours une a priori, il y a toujours un petit côté réserve sur ce sport. Qu'est-ce que toi tu as envie de leur dire avec la passion, avec ce que tu vis depuis que t'es gamin et que tu as envie de faire passer ? Qu'il faut venir découvrir, qu'il faut pas hésiter à venir tester. Il y a des découvertes et il y a une chose qui est très importante quand même que les gens et même ceux qui sont débutants ne savent pas, c'est que les golfs sont ouverts à tout le monde. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être membre du club ou ni licencié du club, ni avoir de matériel, de quoi que ce soit pour venir pratiquer. Vous allez dans un golf, vous demandez à aller sur le practice. Si vous n'avez pas de matériel, pour quelques euros, 1 ou 2 euros, vous louez un club. Les paniers de balles, ça va vous coûter entre 2 et 5 euros pour passer 2 heures à vous amuser. Et l'accès aux practices et à la zone d'entraînement, elle est ouverte à tous et à toutes. Donc c'est très important et la plupart des golfs sont ouverts tous les jours. Donc c'est quand même des choses. Moi je fais beaucoup d'animations et avec des entreprises et séminaires et des choses comme ça à l'académie. Et souvent quand j'explique ça aux gens, ils sont agréablement surpris. Et puis ils me disent non, on savait pas et tout, c'est super, on va revenir, machin. Et c'est vrai que de plus en plus on voit des jeunes, des moins jeunes qui viennent, qui prennent pas forcément des cours de golf, c'est pas une obligation du tout, mais qui viennent pour découvrir, pour s'amuser seuls. Et puis après, si on a envie d'apprendre un peu mieux, il faut surtout aller auprès d'un coach. Vous avez des coachs et des enseignants dans tous les golfs. Voilà, et si vous n'êtes pas loin de chez moi, vous êtes le bienvenu au golf d'Estolosa et on vous serait bien accueilli. Et puis voilà, faut pas hésiter, faut aller découvrir. Le message est passé, Olivier, super. Merci à toi pour ton témoignage et ton éclairage sur le golf, ton parcours et surtout sur cette Ryder Cup qui nous a encore une fois offert un spectacle exceptionnel ce week-end. On retiendra que le golf, au-delà de sa technique, c'est une histoire de passion, d'esprit d'équipe et de mental, et que des événements comme la Ryder Cup contribuent à faire rayonner ce sport dans le monde entier. N'hésitez pas à réécouter ce podcast sur toutes vos plateformes habituelles et à partager autour de vous. Et pourquoi pas pousser la porte d'un golf près de chez vous pour découvrir ce sport fascinant. Merci beaucoup. C'est super tout ça, merci. C'est la mi-temps, retour au vestiaire, on se retrouve dans quelques instants avec notre invité Nisrine Daoudi. Et si on parlait de sport, mi-temps. Le sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une passion qui se vit sur le terrain et dans les tribunes. Encourager son équipe, vibrer ensemble, c'est ça l'esprit du sport. Mais insulter l'adversaire, contester un arbitre, faire preuve de violence, non, ça ce n'est pas du sport. Que ce soit sur le terrain ou en tribune, le respect est la règle d'or. Le vrai champion, c'est celui qui respecte ses coéquipiers
ses adversaires, les arbitres et son sport. Respectez mon sport, parce qu'avec du respect, le sport est plus fort. Et si on parlait de sport? Deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport. Aujourd'hui, nous allons parler de sport, mais aussi de solidarité et de santé à travers un événement très fort qui aura lieu à Toulouse le 18 octobre prochain, le tournoi Octobre Rose, 4e édition, organisé par Humanifoot en partenariat avec Eventfise. Et bien sûr, vous l'avez compris, nous avons avec nous Nisrine Daoudi, qui est une ancienne footballeuse internationale et qui est présidente et fondatrice de l'association Sans Frontières, qui va nous parler de tout ça. Bonjour Nisrine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour commencer, quelques mots sur toi, sur ton parcours, ce qui t'a amené en fait du terrain de foot à l'humanitaire. Mais du coup, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Je m'appelle Nisrine Daoudi. Je suis une ancienne footballeuse professionnelle, donc j'ai pu évoluer au niveau de la région toulousaine avec le TFC. J'ai pu grappiller un peu pour jouer à Albi et Montauban. Alors, faut savoir que à l'âge de 17 ans, j'ai créé une association humanitaire qui s'appelle Association Sans Frontières Daoudi Nisrine, qui a permis de pouvoir aider plusieurs populations, puisque aujourd'hui nous sommes dans 31 pays. J'ai grandi avec deux grandes passions, le football et l'entraide. Ce que je voulais, c'est que Nisrine, elle me parle d'elle. Comment on vient au football quand on est une jeune fille marocaine et avec cette passion-là? Parce que le ballon rond, c'est super, mais on va le dire, c'est plutôt pour les garçons au départ. Donc comment toi, tu t'es lancée là-dedans? Alors c'est vrai que j'ai tendance à ne pas parler de moi personnellement, mais c'est vrai que moi j'ai grandi avec 4 frères. Ah, voilà. Je n'ai pas de sœur au niveau familial, donc ce qui veut dire qu'il y avait que le ballon rond à la maison et pas tout ce qui est poupée, etc. Donc objectivement, mes parents en fait avaient tendance à acheter ballons de foot, crampons, protège tibia. Donc pour moi en fait c'était évident de pouvoir Grand désespoir de maman, j'imagine. Après ça a été compliqué pour elle de voir sa fille taper sur le ballon, sachant que voilà, à cette époque-ci il y avait beaucoup de choses qui se disaient par rapport à la pratique du football chez les femmes. C'est en train de changer, c'est sûr. C'est en pleine évolution, ouais. Et pour moi, c'est important de le souligner que j'ai eu la chance d'avoir le soutien de ma maman et de mon papa dans la pratique du football, et qui aujourd'hui, dans la ville où j'ai grandi, qui était Groyer, dans le Tarn, ça donnait aussi l'envie à d'autres filles de pratiquer le football. Donc tu as un leader en même temps dans la région, ça c'est une bonne chose. Et donc en fait, après 17 ans, c'est tout minot, tout jeune, donc quand même, comment on se dit, je vais lancer une association comme ça, sans frontières? Alors, quel est le déclenchement en fait? Le déclenchement, ça a été lorsque j'ai été appelée par la sélection marocaine en 2012 par monsieur Abid, le sélectionneur. Et en fait, quand j'étais contactée, c'était pour jouer de base avec l'équipe jeune, les U17. Et quand j'ai joué avec les U17, après le match contre la Tunisie, malheureusement, on a perdu à cette époque-là. Il y avait Amel Majri qui jouait avec cette équipe. Elle était vraiment au top niveau à ce moment-là. Et pour vous dire, en fait, après ce match-là, le sélectionneur me propose de venir jouer avec la A. Donc, ce que j'ai accepté. Quand j'ai expliqué à mes parents que je repartais en déplacement avec la sélection marocaine, mais cette fois avec l'équipe A, ça a été une fierté pour eux. Et en fait, on est parti en déplacement à Dakar, au Sénégal. Et à ce moment-là, en fait, quand j'arrive à Dakar, moi, j'avais une vision du monde que de la France et du Maroc. Parce que quand on a des parents qui n'ont pas les moyens, voilà, les seules dépenses qu'ils font pour les vacances, c'est de partir dans leur pays d'origine. Moi, j'ai vécu ces déplacements et arriver à Dakar, en fait, c'était tout nouveau pour moi. C'est vraiment une nouvelle population, c'est la découverte. Et arriver à l'entraînement, le bus nous dépose et là, en fait, il y a beaucoup d'enfants qui viennent pour nous demander des bouteilles d'eau. À ce moment-là, en fait, je commence à distribuer mes bouteilles d'eau. Et il y a un tout petit qui a été marquant pour moi. C'est-à-dire, en fait, ce petit, je lui ai donné une bouteille, il est parti la cacher. Il est revenu me demander, est-ce que vous pouvez me donner une bouteille pour ma maman? À ce moment-là, je lui transmets la bouteille. Et à la suite de cette transmission, je pars à l'entraînement. Et après l'entraînement, le journaliste Salif Ndiaye, qui nous suivait pendant tout le déplacement au Sénégal, il me dit, ce petit à qui t'as donné la bouteille t'attend
au niveau du grillage. Donc à ce moment-là, je me déplace pour aller le voir après l'entraînement. Et le petit, en fait, m'a transmis et m'a remis un cadeau exceptionnel. C'est une trottinette faite avec les bouchons des 2 bouteilles et des bouts de bois. Donc pour moi, ça a été marquant parce qu'en fait, le petit, il avait rien du tout. Et quand je lui ai transmis les bouteilles, c'est par générosité. Et après cela, à mon retour en France, je perds malheureusement mon père 4 mois après. Et je reçois au moment du décès un appel qui est de Salif Ndiaye qui me dit « Toutes mes condoléances, mais j'ai une nouvelle à t'annoncer. » La nouvelle, c'est « J'ai créé une école de foot Daoudi Nisrine à Dakar. » Et là, à ce moment-là, j'ai demandé quelle est la raison de cette création. Et c'est de là qu'il m'a dit « C'est par rapport à ta générosité, ce que tu as apporté aux enfants et qui est inédit aujourd'hui au Sénégal puisque ça fait le tremplin au niveau des journalistes et au niveau de la télé au Sénégal. » Belle histoire, très très belle histoire, c'est ce qui nous intéresse dans Ici on parlait de sport. Alors ton engagement il est fort, tu as trouvé une manière originale de le relier au sport, ta première passion avec la création aussi de Humanifoot. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce club est un peu particulier par rapport à cette structure sportive qui n'est pas traditionnelle en fait ? Alors, il faut savoir que Humanifoot, c'est bien plus qu'un simple club de football, c'est une passerelle entre le sport et la solidarité. C'est-à-dire que, par le biais de cette création, c'est de permettre aux personnes qui intègrent le club de pouvoir créer eux-mêmes leurs projets humanitaires au niveau national et au niveau international. Je prends l'exemple au niveau international, lorsqu'il y a eu le séisme, en 2023, nous avons créé le club. Nous avons plusieurs filles qui se sont déplacées directement sur place pour apporter de l'aide aux populations qui en avaient besoin, en apportant des accessoires, pour apporter des vêtements, pour apporter tout ce qui est boissons, etc. Et aussi, il faut le souligner, le côté médical, parce qu'on a la chance d'avoir des filles qui ont rejoint le club et qui ont de l'expérience dans le côté médical. Donc voilà, en fait, l'aspect de Humanifoot, c'est de pouvoir réaliser des actions, des projets humanitaires et par le biais du sport. Comment ça se passe concrètement quand on te dit, voilà, on t'amène des choses? Moi, j'ai toujours cette curiosité-là de se dire, mais comment ça arrive là-bas? Comment c'est géré? Comment ça se passe? Alors, pour vous expliquer, en fait, moi, j'ai tendance à travailler avec les ministères d'État. Peu importe le pays dans lequel nous travaillons. Je prends l'exemple du Maroc. Lorsqu'il y a eu le séisme, j'ai contacté directement le personnel au niveau du ministère afin de savoir les besoins et de pouvoir collecter en fonction. On ne collecte jamais en fonction de ce que l'on voit. Parce que malheureusement, comme on a pu le voir, parce qu'on a fait aussi la mission en Turquie lors du séisme, ça devient une poubelle à ciel ouvert. Et nous, l'objectif, c'est de répondre directement aux besoins des populations sur place. Donc, en fait, au niveau concret, c'est-à-dire qu'on récupère des dons neufs. Pourquoi ? On l'a vécu déjà par rapport au Covid, par rapport aux maladies transmissibles, etc. On fait en sorte d'avoir tout ce qui est neuf et ensuite on le transmet au niveau logistique par le biais de transport maritime qui est ensuite redistribué là-bas par les bénévoles de l'association Sans Frontières Daoudi Nisrine et aussi des joueuses qui se sont déplacées pour réaliser cette mission. En fait, ton statut de joueuse internationale a quand même permis d'ouvrir, j'imagine, un certain nombre de portes. Quand tu ouvres la porte et que je suis ancienne joueuse, je pense que ça aide quand même. On va dire que même si tu veux pas trop qu'on dise, mais quelque part, quand c'est pour des belles causes, je pense qu'il faut savoir s'appuyer là-dessus. C'est vrai que ça aide, mais aussi le fait de réaliser plus de missions et de façon concrète et de façon propre, ça aide aussi parce qu'on parle souvent de bouche à oreille par rapport à des structures et des enseignes qui font des fast-food, des restaurants ou autres. Si quelqu'un vous dit, voilà, ce restaurant, il est super bon, automatiquement, vous allez vous dire, bon, si on m'a conseillé ce restaurant, je vais y aller. Et en fait, c'est exactement la même chose. Et pour vous dire aussi, on a tendance à être appelé directement par des pays pour pouvoir intervenir lorsqu'il y a des catastrophes naturelles ou autres, comme par exemple, je parle de Madagascar, avec qui nous travaillons. Aujourd'hui, en fait, quand il y a des besoins, c'est eux qui nous le signalent et nous, on fait en sorte de répondre au mieux aux besoins. Ça représente combien de personnes dans cette association, un petit peu comme ça, à la louche, on va dire, pas forcément dans le détail, mais... Au niveau sportif Humanifoot, de base, en fait, je souhaitais avoir une équipe de 10 filles, parce que c'est une pratique de foot à 5, et du coup, 10, c'était parfait. Ça a pris de l'ampleur, parce que quand j'ai lancé sur les réseaux sociaux, je pense qu'aussi le parcours fait que il y a eu un impact
très important. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 44 filles, avec malheureusement 2 créneaux. Donc, c'est déjà pas mal. Hein. On a quand même 2 créneaux, mais pour 44 filles, c'est assez compliqué, sachant que parfois, on a des horaires non adaptés sur les créneaux. Par exemple, je parle de ce soir, pour mercredi, nous avons les entraînements à 21h30. Je me mets à la place des parents. Laisser une mineure partir en entraînement et finir à 23h, ce n'est pas possible. En ce qui concerne l'association Sans Frontières, on compte 2000 bénévoles. Ah oui, quand même. Et donc, tu as des locaux quelque part, vous êtes installés, si on a besoin de venir vous voir, comment ça s'organise? J'imagine qu'un auditeur ou une auditrice qui se dit, tiens, pourquoi pas, je rejoindrai bien l'association. Et comment ça se passe? C'est possible? Alors aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir partager avec vous la réalité du terrain. C'est qu'aujourd'hui, on est en attente toujours, depuis la création de l'association Sans Frontières, d'avoir des locaux pour nous permettre de recevoir des dons adéquats, mais aussi de pouvoir réaliser des réunions, que ce soit d'urgence ou préparées, parce que c'est vrai que quand il y a des séismes ou autres, c'est des catastrophes naturelles et que ce n'est pas prévu. Donc au niveau planning, on est obligé de se débrouiller. Aujourd'hui, l'association a les moyens de pouvoir se financer un box pour pouvoir collecter et préparer en cas d'urgence une distribution. Mais par exemple, actuellement, nous sommes sur la région toulousaine où nous réalisons des distributions des maraudes auprès des personnes démunies, mais aussi au niveau des hôtels où des familles se retrouvent et n'ont pas à disposition, on va dire, une maison ou de quoi acheter ce qui est à manger, etc. Et comme tu t'arrêtes pas là, tu te dis je vais faire encore plus de choses et ça nous amène en fait à l'événement du 18 octobre prochain où tu t'es dit j'ai pas assez de choses à faire et je vais organiser un tournoi Octobre Rose à Toulouse et c'est quand même la 4e édition et comment est née cette idée et puis en quoi ça consiste exactement ce rendez-vous sportif? Alors, il faut savoir que l'idée est née d'une volonté de mettre le sport au service d'une cause qui nous touche à toutes et à tous. La lutte contre le cancer, qui est pendant ce mois d'octobre, est une mobilisation importante pour nous puisque on a pu voir l'évolution de ce cancer et qui a un impact important sur la population. Donc, pour moi, c'est essentiel de pouvoir représenter et mettre en place une sensibilisation des ateliers puisque personnellement, j'ai pu vivre aux alentours de ma famille des personnes qui ont été atteintes de ce cancer. Et pour moi, c'est évident que je fais en sorte de mettre en place cet événement pour que les femmes puissent au maximum, et les filles, réaliser des sensibilisations et des tests. Et c'est pour ça que ce tournoi est né. Des dépistages, oui, bien sûr. Alors justement, ce tournoi, il va avoir lieu le 18 octobre. Concrètement, comment ça va se dérouler, cette édition 2025? Est-ce que tu peux nous donner une idée du format, de l'ambiance et attendu et des temps forts de la journée? Comment ça va s'organiser? Alors, il faut savoir que, comme on a pu le dire, en fait, c'est la 4e édition. Pourquoi la 4e aussi? C'est parce que chaque année, nous avons la chance d'avoir beaucoup plus de demandes. Et du coup, en fait, dans ce tournoi, ce sont des femmes particulièrement qui se présentent pour jouer ce tournoi, des femmes et des filles, des mamans et leurs enfants qui viennent pratiquer pour soutenir des femmes atteintes du cancer aussi. Il faut le savoir. Il y a des femmes aussi atteintes du cancer qui pratiquent, qui jouent à ce jour-là. Et cette 4e, en fait, c'est beaucoup plus important pour moi parce que récemment, en fait, il y a quelques semaines, j'ai perdu une amie à moi par rapport à ce cancer. Et ça me tient à cœur de pouvoir faire cet événement de façon plus importante. Quand je dis plus importante, c'est-à-dire que cette année, via mon réseau, via la personne que je suis, j'ai échangé avec des personnalités qui seront présentes et qui vont faire le déplacement de Paris, Limoges et même de l'étranger pour soutenir cette cause. On parle souvent des femmes, mais derrière ces femmes, il y a toujours des hommes. Et pour moi, cette année, précisément, j'ai fait appel à des personnalités, hommes et femmes, pour être les coachs pour chaque équipe. Alors, on parle l'année dernière, c'était 84 femmes. Cette année, la pratique, elle va être sur 120 femmes. 120 femmes, ça représente aux alentours de 12 équipes. Les rotations, elles vont durer sur 12 minutes. Et par la suite, en fait, on va faire un classement. Mais le classement, il faut savoir qu'il n'est pas significatif. Pour nous, c'est de venir se mobiliser, partager un moment convivial. Et surtout, ce qui est important, et que je le répète, parce que souvent on reçoit des messages, des appels, etc. Des équipes se proposent de venir, mais en fait l'idée ce n'est pas de venir en équipe, c'est de pouvoir partager un moment convivial. Donc c'est nous-mêmes qui réalisons les équipes. Une équipe qui vient se présenter pour s'inscrire, on fait en sorte de séparer toute l'équipe afin de réaliser des rencontres et des échanges. Voilà, tout simplement.
Et donc, concrètement, tu me dis 12 minutes, c'est sur de grands terrains qu'on joue quand même, sur des moitiés de terrain, comment tu organises? Et ça se place où exactement? Alors ça se déroule à l'Event 5 à Portée-sur-Garonne et c'est du foot à 5, du 5 contre 5. Donc on fait en sorte d'avoir des équipes de 7 pour permettre en fait une rotation puisque beaucoup de personnes sont pas spécialistes du football et n'ont jamais pratiqué le football. C'est pour ça que je tiens à le signifier parce que beaucoup nous contactent et nous disent souvent je n'ai jamais pratiqué, etc. Et en fait, cet événement, il n'est pas fait simplement pour les personnes qui pratiquent. Au contraire, il est fait pour que chaque femme donne de son temps et participe à cet événement. Parce que derrière tout ça aussi, il y a une collecte qui est faite pour pouvoir être reversée à des personnes qui réalisent des soins. Et du coup, notre idée cette année, c'est de faire un événement international. C'est-à-dire que cet événement, il se déroule à Toulouse, mais les dons vont participer pour les femmes atteintes du cancer sur Toulouse. Mais au-delà de ça, on va faire un tremplin et toucher le côté africain aussi, de financer malheureusement parce qu'en Afrique, ils n'ont pas les moyens de financer les soins. On s'inscrit comment? Alors concrètement sur les inscriptions, ça se déroule spécifiquement sur les réseaux sociaux. Donc il y a Humanifoot qui est la page officielle de ce tournoi, mais aussi il y a Nisrine Daoudi sur Instagram et en fait dans lesquelles en fait on véhicule un numéro de téléphone pour toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire et qui n'ont pas les réseaux sociaux. Donc comme je vous l'ai expliqué, il y a aussi l'adresse mail humani-foot@hotmail.com. Et pour toutes les personnes qui ont déjà les réseaux sociaux, vous pouvez contacter sur humani-foot et nisrine.daoudi. Et pour ceux qui n'ont pas ces choses-là, je vous invite à nous contacter directement par le biais de Humanifoot sur la page Google. Voilà, puis si vous avez besoin, vous nous recontactez à Ici on parlait de sport et bien sûr on fera passer le message et on servira de relais si on peut t'aider avec grand plaisir. On sent beaucoup d'énergie dans toi et de conviction dans cette démarche. Pour terminer cet entretien, quel message t'aimerais faire passer à celles ou ceux qui y écoutent aujourd'hui? Alors j'aimerais leur dire de pouvoir vraiment faire des choses pour les personnes qui sont dans le besoin, que ce soit les voisins, la famille ou autres, de tendre la main aux personnes qui les entourent, mais aussi de pouvoir remercier les parents de leur transmission, parce que pour moi ça a été essentiel dans le parcours de ma vie. J'ai perdu mon père très jeune et j'ai quand même des regrets de ne pas lui avoir dit certains mots et de lui dire merci pour ce qu'il a fait pour ma famille et voilà, tout simplement. C'est beau comme message en tout cas. Bon, s'il nous attend, je pense que c'est un beau message. Merci. Est-ce qu'une dernière chose que tu souhaites dire par rapport au tournoi? Tout simplement, j'aimerais dire à toutes les personnes qui vont écouter aujourd'hui la radio de pouvoir nous contacter pour nous donner aussi de la force à toutes les femmes qui vont être présentes lors de cet événement, puisque pas mal de personnes vont venir témoigner de leur parcours. Et pour nous, c'est essentiel de pouvoir avoir le soutien de beaucoup de personnes. Et je compte sur vous pour nous soutenir et pouvoir être présent le 18 octobre à l'Event 5 de 13h à 19h. Merci beaucoup Nisrine pour ce témoignage et cet engagement qui allie le sport, solidarité et prévention. On retiendra que le tournoi Octobre Rose organisé par Humanifoot et Event 5 aura lieu donc, tu viens de le dire, le 18 octobre prochain à Toulouse. Le lieu exact, tu peux le répéter? Alors le lieu exact, c'est l'Event 5 à Portée-sur-Garonne et du coup ça va être à partir de 13h jusqu'à 19h. Sachant que, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais il y a des personnalités qui vont se déplacer et que ce sont des personnalités de renommée. Et ben voilà, donc vous êtes tous bien sûr conviés à venir voir aussi. Le spectacle va être garanti. Un rendez-vous 100% féminin, convivial, solidaire, mais tu l'as dit, qui sera entouré aussi avec des hommes. Faut pas oublier quand même, c'est important, la complémentarité homme-femme, pour rappeler l'importance aussi de ce dépistage du cancer du sein, tout en partageant l'énergie du football. Ça, c'est une très belle idée et on est très content de pouvoir vous accompagner. Alors à toutes celles qui nous écoutent, c'est le moment de chausser vos crampons pour une belle cause. Et à tous, venez encourager, soutenir, participer à cette journée qui montre une nouvelle fois que le sport est un formidable moteur de lien social. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et c'est la fin du match de cette 121e émission et d'ici on parlait de sport. Un grand merci à nos invités du jour, Daniel Irazu, Amélie Mahé, Bernard Pujol, Olivier David et Nisrine Daoudi. Merci pour vos voix, vos parcours, vos témoignages et votre passion
Merci à vous, auditrices et auditeurs fidèles. Continuez à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre site internet. Et si on parlait de sport, c'est vous notre moteur. Merci Adrien pour ton aide à la préparation de cette émission. Et bien sûr, chapeau à nos partenaires LG Consultants, Imperconnect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport. Et si vous deveniez membre ou supporter de l'association Et si on parlait de sport ? Et si on parle de sport, ce n'est pas seulement une émission, c'est aussi une communauté de passionnés. En devenant membre ou supporter de l'association, vous contribuez à faire vivre le sport sous toutes ses formes, à valoriser ses acteurs, à partager ses plus belles histoires. Rejoignez-nous et faites partie de l'aventure. Rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport ?